Histoire 1. J'ai laissé ma fille partir en vacances après qu'elle a fracassé l'ordinateur portable du fils de mon compagnon, puis j'ai exigé qu'il paie quand même pour son avenir. Je pense avoir bien agi, je n'ai pas du tout tort. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'ai 39 ans, et j'ai une fille de 17 ans, Valyria. Depuis 5 ans, je vivais avec mon compagnon, David, qui a lui-même un fils de 16 ans, Mario. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans. Et, bien que nous ne nous soyons jamais officiellement mariés, nous vivions comme une véritable famille. Du moins, c'est ce que je croyais. Valyria n'a jamais accepté David. De son côté, même s'il a essayé, dès le début, de tisser des liens avec elle, il n'a jamais été un père pour elle, ni légalement, ni émotionnellement. Au début, cela ressemblait à de simples tensions d'adolescence, mais la situation a empiré. Elle lui lançait des phrases comme « Tu n'es pas mon père » à chaque fois qu'il essayait de fixer des limites. Et David, bien qu'il se soit souvent retenu, ne restait pas toujours silencieux. À plusieurs reprises, il m'a dit « Je ne peux pas vivre dans une maison où l'on ne me respecte pas ». Je comprenais son point de vue, mais je comprenais aussi ma fille. Valyria a grandi, profondément marquée par l'abandon. Son père biologique a disparu lorsqu'elle avait 9 ans, juste après que j'ai découvert qu'il m'avait trompé. Depuis lors, il payait à peine la pension alimentaire. Il ne l'appelait jamais, il ne venait jamais la voir. J'ai donc fait de mon mieux. Était-ce parfait? Non. Était-ce suffisant? Peut-être pas non plus. Pendant des années, je l'ai élevé seul, devenant à la fois le père et la mère. Quand j'ai rencontré David, ce fut comme une bouffée d'air frais. Il était stable, responsable, et même s'il était un peu rigide, il avait les pieds sur terre. Il me soutenait dans tout, que ce soit pour la nourriture ou les dépenses. Il avait même commencé à épargner, pour que nos 2 enfants puissent aller à l'université un jour. Mais il y avait une règle stricte, j'élevais ma fille, et il élevait son fils. Bien que cela ait semblé juste au départ, avec le temps, c'est devenu insoutenable. Valyria a toujours eu un caractère difficile. Elle était bruyante, impulsive, un peu rebelle. Je la reprenais du mieux que je pouvais, mais les méthodes de discipline sévère n'ont jamais fonctionné avec moi. David disait que j'étais trop douce, que Valyria me manipulait, et que je lui laissais tout passer. Il avait peut-être raison. Cependant, je sentais que s'il s'impliquait davantage, notre relation allait voler en éclats. Valyria détestait chaque tentative de sa part pour s'imposer. Elle me disait qu'elle le haïssait, qu'elle voulait qu'il parte. Malgré cela, David continuait d'aider, sans jamais cesser de contribuer. Il m'a même avoué qu'il épargnait pour qu'ils aient tous les deux les mêmes opportunités à l'avenir. « Tes enfants sont aussi ma famille », m'a-il dit un jour. Cela m'a donné de l'espoir. Je pensais que, même si tout était compliqué pour le moment, les choses s'arrangeraient avec le temps. Lorsque Valyria a commencé à parler d'un voyage avec ses amis, j'y ai vu une opportunité, quelque chose pour la motiver. Je lui ai promis que, si elle améliorait ses notes, je le paierais, et c'est ce qu'elle a fait. Ce ne fut pas un changement radical, mais c'était tout de même visible. Elle rendait ses devoirs, ne s'attirait pas d'ennui, et essayait d'être plus gentille avec Mario, même si c'était avec une certaine distance. C'est cela qui m'a convaincu de demander à David de l'aider pour le voyage. Au début, il a refusé, mais il a fini par accepter. Si elle continue comme ça, elle le mérite, a-t-il affirmé. Je pensais que ce serait le point décisif, que les choses allaient enfin s'aligner. J'ignorais totalement qu'en réalité, je venais de fixer la date de notre effondrement. Promettre ce voyage à Valyria, c'était comme allumer une mèche. Et quand l'explosion a eu lieu, il n'y a eu aucun retour en arrière possible. Tout a commencé à cause d'un ordinateur portable. Valyria, bien qu'elle se soit améliorée, n'avait toujours pas d'ordinateur. Le sien, l'original, elle l'avait cassé elle-même 1 an plus tôt lors d'une crise de colère, en le jetant par terre parce que je lui avais interdit d'aller à une fête. Nous ne le lui avions jamais remplacé. David avait été très clair depuis ce jour-là, tant qu'elle ne montrerait pas un réel changement, elle n'en aurait pas d'autre. Bien que j'ai essayé de le convaincre à plusieurs reprises, je savais qu'il ne changerait pas d'avis. Mais avec les cours, les devoirs et la pression du voyage, Valyria a commencé à insister plus lourdement. Elle disait qu'elle en avait besoin, qu'elle prenait du retard, et qu'elle ne pouvait pas continuer à utiliser uniquement son téléphone. Un après-midi, elle est venue me voir en pleurs.
Elle m'a demandé de l'aider à reparler à David. Sachant qu'il ne céderait pas, j'ai trouvé une solution temporaire. Tu peux utiliser celui de Mario un petit moment, mais demande-lui poliment. Elle a accepté, et elle est montée dans la chambre de Mario. Pas même 5 minutes plus tard, j'ai entendu des voix, des cris, et une forte tension. J'ai couru vers la chambre. Mario se tenait debout, visiblement mal à l'aise. Valeria, les bras croisés, était rouge de rage. « Je t'ai juste demandé 1 heure, criait-elle. « Je fais un devoir, je te le prêterai plus tard, a-t-il répondu sans élever la voix. Je suis intervenu, essayant de faire médiation. Mario, s'il te plaît, juste un instant, tu le récupéreras après. Mario a secoué la tête. J'en ai besoin maintenant. J'ai déjà eu des problèmes pour ne pas avoir rendu mon travail à temps la dernière fois. C'est là que j'ai commis une grave erreur. J'ai utilisé un ton autoritaire, prête-le lui maintenant. Mario m'a regardé, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Non, je suis désolé, je travaille. Il ne m'avait jamais désobéi auparavant. C'était toujours un garçon calme et respectueux. Et c'est peut-être pour cela que son refus m'a heurté plus violemment. Valeria a explosé. Tu es égoïste. Comme si tu possédais le monde entier. Avant même que je puisse l'arrêter, elle a attrapé l'ordinateur sur le bureau, et l'a jeté violemment sur le sol. Le choc a été sec, retentissant. L'écran s'est brisé avec un craquement qui m'a fait reculer d'un pas. Mario a crié, « Tu es folle !» Et voilà, a dit Valeria, puisque tu y tenais tant. Puis elle est sortie de la chambre en courant. J'ai essayé de la suivre, mais elle avait déjà appelé une amie pour venir la chercher. Je suis resté seul avec Mario, qui fixait les morceaux de son ordinateur. Je ne savais absolument pas quoi dire. Ce soir-là, à son retour, Valeria et moi avons discuté. Elle s'est excusée. Elle a justifié son geste par le stress, affirmant qu'elle n'avait pas réfléchi, et que c'était une impulsion. Elle m'a avoué qu'elle espérait toujours partir en voyage, et que si elle pouvait arranger les choses avec David, elle ferait n'importe quoi. Je lui ai promis d'essayer, mais je savais pertinemment que David ne prendrait pas la chose à la légère. Et quand Mario lui a raconté ce qui s'était passé, j'ai tout de suite compris que ma parole n'aurait plus aucune valeur. C'est exactement ce qui s'est produit. Ce soir-là, David est rentré plus tard que d'habitude. Dès qu'il a franchi la porte, Mario lui a tout raconté. Sans colère, sans drame, juste les faits. Le refus, la pression, les cris, et le craquement de l'ordinateur qui se fracasse. J'étais dans la cuisine. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux du sol. Je sentais que chaque mot de Mario était un clou enfoncé dans la porte qui se refermait devant moi. David est monté à l'étage. Il voulait parler à Valeria, mais je me suis interposé dans le couloir. J'ai déjà parlé avec elle, lui ai-je dit. Ce n'est pas suffisant, m'a-t-il répondu sèchement. Elle est désolée, c'était juste une impulsion, elle s'en veut vraiment. Et est-ce que ça rend son ordinateur à mon fils, a-t-il demandé, en me regardant comme si j'étais une étrangère. Je lui ai répondu que tout avait dégénéré, mais que ce n'était pas le moment de dramatiser. C'est alors que tout a explosé. Ne pas dramatiser. Elle a cassé un ordinateur qui coûte plus que ce que tu gagnes en un mois, et tu me demandes de ne pas dramatiser. Je l'ai supplié de se calmer, de ne pas oublier que Valeria avait 17 ans, qu'elle subissait beaucoup de pression, et qu'elle ne réfléchissait pas toujours. Et toi non plus, m'a-t-il lancé. Parce que si tu réfléchissais, tu ne serais pas en train de me demander de la pardonner encore une fois, ou de la laisser partir en voyage comme si de rien n'était. Ce n'est pas comme si de rien n'était. Nous en avons déjà parlé, elle s'était améliorée. C'était une erreur impulsive. Nous ne pouvons pas lui enlever ce qu'elle attend depuis des mois. Oh, bien sûr. Donc maintenant, la règle, c'est qu'elle peut détruire ce qu'elle veut, tant qu'elle promet de bien se comporter après. Ne déforme pas mes propos. Je veux juste que tu ne lui enlèves pas la seule chose qui lui a donné de l'espoir cette année. David a pris une profonde, très profonde inspiration. Et c'est là qu'il a lâché la phrase fatidique, « Écoute-moi bien. Si tu l'envoies faire ce voyage, tu pars avec elle. Toutes les deux, hors de cette maison. » Je suis resté pétrifié. Es-tu en train de dire que tu vas me jeter dehors pour avoir soutenu ma fille? Je dis que ce n'est pas la première fois que tu me discrédites. Que tu m'interdis d'agir comme un père.
Mais que tu attends de moi que je me comporte comme tel uniquement quand ça t'arrange. Et tu ne trouves pas que tu as été dur avec elle? Que tu ne soutiens que ton fils? Mario ne te fait jamais rien de mal. Mario ne m'insulte pas. Il ne me désobéit pas. Il ne casse pas des objets quand on lui dit non. Il ne me défie pas dans ma propre maison, parce que tu l'as élevé comme un robot, alors que tu as élevé Valyria comme si le monde entier avait une dette envers elle. La conversation s'est envenimée. J'ai pleuré. Je lui ai crié qu'il ne pouvait pas m'obliger à choisir entre ma fille et lui. Il a simplement répondu, tu n'as pas à choisir. Tu l'as déjà fait, à de nombreuses reprises. Seulement maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Je suis sorti de la pièce, brisé, mais je m'accrochais encore à l'espoir qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il disait, et que c'était une menace en l'air. Cette nuit-là, Valyria m'a révélé que son père biologique l'avait contacté. Ils se parlaient en secret depuis des mois, et il lui avait promis de payer le voyage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, lui ai-je demandé. Parce que je savais que tu allais te fâcher, mais lui, il me comprend. Il m'a dit que je n'avais plus à supporter tout ça. Et que toi non plus. C'est à ce moment-là que j'ai pris la pire décision de ma vie. Je n'ai rien dit à David. Je l'ai laissé partir. J'ai pensé que, si ce n'était pas moi qui finançais l'escapade, il n'aurait pas le droit de me mettre à la porte. Je me disais qu'il exagérait, et qu'avec un peu de temps, il se calmerait. J'ignorais qu'il n'y avait plus de temps à perdre, juste un compte à rebours inéluctable. Et je l'ai ignoré. Je croyais que David parlait sous l'effet de la colère, qu'au fond, il n'oserait jamais jeter la mère de sa compagne et une adolescente à la rue pour une simple histoire de voyage. Qu'il était blessé, certes, mais qu'il s'en remettrait. Comme tant de fois auparavant, je me trompais lourdement. Valyria est partie un samedi après-midi. Elle portait son sac à dos, ses écouteurs, ses lunettes de soleil, et ce sourire tendu qu'arborent les adolescents quand ils savent que tout va mal, mais qu'ils veulent faire semblant du contraire. Je n'ai rien dit à David. J'espérais juste qu'il ne remarquerait rien. Bien sûr, il a remarqué. Ce soir-là, alors que nous dînions en silence, David a posé ses couverts et a demandé « Où est Valyria ?» J'ai répondu la première chose qui m'est venue à l'esprit, elle est restée dormir chez Camilla. Camilla? L'ami qui vit dans un autre état, a-t-il demandé, le visage sans la moindre expression. Mon sang n'a fait qu'un tour. Oui, les filles sont allées y passer le week-end, tu sais bien, pour le voyage. David s'est levé de table. Il n'a pas crié, il n'a rien cassé. Il a simplement dit, alors, tu l'as fait. Tu as cru que tu pouvais contourner tout ce dont nous avions discuté. Ce n'est pas ça, ai-je répondu en me levant à mon tour. Je n'ai rien payé du tout, c'est son père qui s'en est chargé. Et est-ce que ça change quelque chose? Tu l'as laissé partir quand même. Tout en sachant ce que je t'avais dit. Je ne peux pas la punir pour une seule erreur, tu ne peux pas prendre des décisions aussi radicales. Une seule erreur? Elle a hurlé sur mon fils, elle l'a insulté, et elle a détruit son ordinateur. Et toi, tu la récompenses avec un voyage. Bien sûr que je peux prendre des décisions radicales, c'est ma maison. Ce n'est pas seulement ta maison, je vis ici aussi. Tu y vivais, au passé. De quoi parles-tu? Je t'avais prévenu. Si elle partait, tu partais aussi. Tout ça pour un foutu voyage. David, tu es en train de tout détruire pour un caprice. Un caprice? Non. Ça fait des années que ça dure. Des années où j'essaie, où je me tais, où je porte des fardeaux qui ne sont pas les miens. Et maintenant, je le répète, si Valyria revient, elle ne rentre pas. Et toi non plus. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai déjà fait. Les jours suivants se sont déroulés dans un silence absolu. Pas un mot. Mario évitait de croiser mon chemin. David partait tôt le matin, et rentrait tard le soir. J'errais dans la maison comme un fantôme. Quand je suis allé chercher Valyria au point de rendez-vous, j'ai essayé de faire semblant que tout allait bien, et que nous pouvions encore arranger la situation. Elle m'a demandé si David avait dit quelque chose. Je lui ai menti. Je lui ai répondu qu'il était contrarié, mais qu'il ne se passerait rien. Jusqu'à ce que nous arrivions à la maison, et que je vois nos affaires devant la porte. Des sacs, des valises, et des cartons. Dehors, dans la rue. David est sorti. J'ai tenu parole,
m'a-t-il dit sans élever la voix. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. J'ai essayé de lui parler, de le supplier. Je lui ai assuré que nous pouvions tout réparer, que ce n'était qu'un voyage. Ce n'était pas le voyage, a-t-il répondu, c'était le mensonge. C'était ta décision de me rabaisser. C'était de placer ta loyauté envers ta fille au-dessus de tout ce que nous avions construit. C'est ma fille, je devais le faire. Et bien maintenant, c'est à ton tour de prendre soin d'elle, sans moi. Il avait prévenu la police. Il leur a expliqué que nous avions été invités chez lui, mais que nous n'y étions plus les bienvenus, et que nous devions partir. Nous n'avons pas fait de scandale. Je ne pouvais pas imposer cette humiliation à Valeria. J'ai appelé le père de ma fille, je lui ai tout raconté, et je l'ai supplié de nous héberger quelques jours. Sa réponse a été claire, j'ai déjà fait ma part en payant son voyage. Le reste ne me regarde pas. J'ai dû me résoudre à appeler mes parents. Mon père m'a demandé, et maintenant, est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. J'ai juste dit que nous arrivions. Cette nuit-là, Valeria et moi avons dormi dans mon ancienne chambre, toutes lumières éteintes, avec notre dignité en lambeaux. Et pour la première fois, je me suis sérieusement demandé, et si David avait raison? Il m'était très douloureux de penser que, peut-être, c'était le cas. Cela faisait une semaine que Valeria et moi étions chez mes parents, dans cette petite chambre qui fut autrefois la mienne, avec sa peinture défraîchie et son lit inconfortable. La même pièce où je rêvais autrefois d'une vie meilleure. Maintenant, j'y étais de retour, comme une ratée, traînant avec moi une autre version de moi-même, ma fille. Les premières nuits ont été silencieuses. Valeria parlait à peine, passant son temps sur son téléphone ou à dormir. J'essayais de réfléchir à un moyen de recommencer à zéro. J'ai appelé 2 amies pour voir si elles pouvaient nous accueillir, mais c'était compliqué pour tout le monde. Quant à David, il ne répondait à aucun de mes messages. Pas un seul, même pas pour m'insulter. Rien qu'un silence de plomb. Un jeudi matin, tout a explosé. Valeria s'est réveillée de très mauvaise humeur. Elle s'est plainte que les vêtements qu'elle avait laissés dans le sèche-linge avaient disparu, et elle a commencé à élever la voix contre ma mère. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café lorsque j'ai entendu la dispute. « Pourquoi est-ce qu'on touche à mes affaires » hurlait Valeria. « Baisse d'un ton » a répliqué ma mère. « Personne ne te doit rien, ici. » C'est alors que mon père est intervenu. « Qu'est-ce qui se passe encore » a-t-il demandé, avec cette voix qu'il prenait toujours lorsqu'il était sur le point d'exploser. Valeria s'est tournée vers lui, « Ne me criez pas dessus. » Ce qui a suivi fut un bruit sec. Une gifle forte, précise, suivie d'un silence absolu. J'ai lâché la tasse que je tenais et j'ai couru vers eux. Je l'ai vu, la main sur la joue, regardant mon père avec un mélange de haine, de surprise et de peur. « Ici, tu viens pour respecter » a-t-il dit sans la moindre hésitation. « Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Valeria est montée s'enfermer à l'étage sans dire un mot. Je suis resté seul avec mes parents, ayant envie de hurler, mais vidé de toutes mes forces. Je n'ai pas défendu ma fille, car, à cet instant précis, j'ai compris une vérité brutale, je l'avais élevée pour qu'elle ne respecte personne. Ni moi, ni David, ni elle-même. Au cours des jours qui ont suivi, Valeria a changé. Ce ne fut pas immédiat, mais c'était évident. Elle a commencé à proposer de mettre la table, à demander la permission avant de sortir, et à laisser son téléphone éteint plus longtemps. C'était comme si cette gifle, qui me fait encore plus mal qu'à elle, avait réveillé une autre version de ma fille, une version que je n'avais jamais réussi à faire ressortir moi-même. Un jour, alors que nous trions de vieux cartons, Valeria m'a demandé d'une voix basse, « Tu crois que je peux encore entrer à l'université ?» Je ne savais pas quoi lui répondre. Je me suis alors souvenu que David m'avait parlé un jour d'un fonds d'épargne qu'il était en train de créer pour les 2 enfants, affirmant qu'il voulait assurer l'avenir de Mario et de Valeria. Ce souvenir m'a donné une lueur d'espoir. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, si je lui expliquais que Valeria avait changé. J'ai appelé depuis un nouveau numéro. David a décroché. C'est moi. Je veux juste te poser une question. Je ne veux pas te parler. C'est juste une question. Est-ce que le fonds pour Valeria existe toujours? Il a ri. Un rire froid. Tu es sérieuse? Je veux juste savoir si tu pourrais l'aider pour l'université. Elle est en train de changer, elle va mieux, après tout.
Après avoir cassé l'ordinateur de mon fils, être parti en voyage dans mon dos, et m'avoir menti en pleine face. Je sais, mais ne raccroche pas, je t'en prie. Je n'ai nulle part d'autre où me tourner. Je te demande juste pour le fond. Tu as dit que c'était pour eux deux. C'était le cas, quand je croyais que nous étions une famille. Maintenant, ce fond est uniquement pour Mario. Valyria n'est plus mon problème, et toi non plus. S'il te plaît, tu ne m'as pas laissé la corriger à l'époque, alors maintenant. Corrige-la à la dure si nécessaire. N'étais-tu pas celle qui disait toujours qu'elle n'appartenait qu'à toi? Et il a raccroché. J'ai fixé l'écran, le cœur serré. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis juste senti vide. Des mois entiers passés à endurer, à justifier, à défendre l'indéfendable. Et maintenant, je ne pouvais même plus offrir d'études à ma fille. Ce voyage dont elle rêvait tant, c'était le billet qui nous a sortis de tout. De notre foyer, de notre stabilité, de notre avenir. Et ce n'est pas qu'une figure de style. J'ai tout perdu, pour n'avoir pas su dire non au bon moment. Depuis ce jour, David n'a plus jamais répondu. Le père de Valyria a disparu, comme à son habitude, et je suis redevenu une mère célibataire. Mais cette fois-ci, sans emploi stable, sans économie, sans réseau de soutien, et avec une adolescente sur le point de terminer le lycée sans savoir si elle pourra faire des études. Valyria s'est améliorée, oui. Elle est devenue plus calme, plus responsable. Mais je ne peux m'empêcher de me demander à quel prix ses limites ont dû être fixées. Il a fallu qu'elle reçoive une gifle de son grand-père, qu'elle perde sa maison, qu'elle subisse le rejet de son père biologique, et qu'elle voie sa mère supplier tout le monde pour de l'aide, afin de pouvoir enfin gagner en maturité. Et qu'est-ce que cela dit de moi? De mes décisions, de mon rôle de mère? J'ai passé les dernières semaines à éplucher des demandes de bourse, à remplir des formulaires, et même à organiser des tombolas sur les réseaux sociaux pour récolter de l'argent pour ses études. Mes parents nous permettent de rester ici, mais cela ressemble à un exil. Il n'y a pas d'affection, juste de la tolérance. Je dors sur un vieux canapé, et Valyria sur un lit où dormaient autrefois mes neveux. La cuisine sent le renfermé. Chaque fois que mon père entre dans la pièce, il baisse les yeux, comme s'il souffrait de nous voir là. Et pourtant, je ne regrette pas totalement. Car j'ai vu Valyria rire le dernier jour de son voyage. J'ai vu comment elle a serré ses amis dans ses bras, comment elle m'a envoyé une photo avec le message « Merci, vraiment ». Et même si cela a été le point de rupture définitif avec David, je n'arrive pas à effacer l'idée que c'était la seule chose qui l'ait fait se sentir normal depuis si longtemps. Elle n'était qu'une petite fille abandonnée, une adolescente en colère, une fille élevée parmi les ruines de mes propres erreurs. Et peut-être que oui, je l'ai surprotégée. Peut-être que j'attendais des autres qu'ils fassent le sale boulot. Peut-être que j'ai échoué en tant que mère, en tant que partenaire, en tant que tout. Mais je l'ai fait en croyant agir pour le mieux. Aujourd'hui, je regarde en arrière, et je ne sais plus si je suis la victime ou la cause de tout ce désastre. Je sais que beaucoup de gens liront ceci et diront, tu as cherché ce qui t'arrive. Ils ont peut-être raison. Je sais seulement que j'ai essayé de protéger ma fille d'un monde qui lui a souvent tourné le dos. Et, ce faisant, j'ai tourné le dos à celui qui essayait de nous aider. David n'était pas parfait, mais il était peut-être le seul à essayer de mettre de l'ordre, et je l'en ai empêché. Maintenant, la responsabilité m'incombe, à moi seul. Et croyez-moi, c'est bien plus difficile que ce que j'avais imaginé. Alors, Reddit, je vous le demande, suis-je la méchante pour avoir toujours donné la priorité à ma fille, même lorsqu'elle avait tort? Ai-je été injuste envers mon compagnon, ou étais-je simplement une mère désespérée? Suis-je vraiment en tort? Histoire 2, j'ai dit à ma fille de ne pas revenir si elle partait, puis j'ai vendu notre maison, et je lui ai fermé la porte au nez lorsqu'elle est revenue brisée pour demander de l'aide. Mais je l'ai fait uniquement pour la rendre plus mature. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Véronica, j'ai 44 ans. Et pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai été une mère avant d'être une personne. Une mère avant d'être une femme. Une mère avant tout petit rêve que j'aurais pu cacher dans un coin de ma tête. Luciana a 21 ans, c'est ma fille. Elle est la raison, répétée à voix haute, chaque fois que quelqu'un me demandait pourquoi je travaillais autant depuis que son père avait disparu, lorsqu'elle avait 4 ans. Tout était une question de survie. Il n'y avait ni grand discours, ni promesses épiques.
Il y avait des factures à payer, des dettes, et une vieille maison héritée de ma mère, avec plus de fissures que de peinture, et qui tenait debout à grand-peine, tout comme moi. Je répétais toujours la même chose, presque comme une prière automatique, « Tout ça, c'est pour toi », disais-je avec conviction. Chaque heure supplémentaire, chaque dette refinancée, chaque nuit blanche portait son nom. Et je ne disais pas ça pour qu'elle se sente redevable envers moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que cette phrase me servait aussi de justification. Si j'étais épuisé, c'était pour elle. Si je ne sortais jamais, c'était pour elle. Si je ne reconstruisais pas ma vie amoureuse, c'était pour elle. Tout prenait sens, car il y avait une fille au centre de ma vie. Luciana a grandi en voyant les efforts, mais sans montrer de gratitude. C'est en tout cas ce que je ressentais. À 19 ans, elle a commencé à dire que je la contrôlais, que je vérifiais ses horaires, que j'avais trop d'opinions sur ses amitiés, et que je remettais en question ses choix d'études. Le mot qu'elle a utilisé était « toxique ». Ce mot m'a transpercé comme une étiquette profondément injuste. Moi, qui avais vécu dans la peur de dépendre d'un homme, j'étais maintenant l'ennemi dans sa quête d'indépendance. Elle affirmait que je voyais des dangers partout. Je lui répondais qu'elle voyait de la liberté là où il n'y avait que des risques. Nous nous parlions, mais nous ne nous écoutions pas. Je ne voulais pas qu'elle répète mes erreurs. Je ne voulais pas qu'elle dépende de quelqu'un, comme j'avais pu le faire par le passé. Mais elle voyait une prison là où je voyais de la protection. Et plus j'essayais de m'expliquer, plus cela ressemblait à un sermon. Je m'écoutais parler, et parfois je me disais, bon sang, on dirait ma propre mère. Le jour où elle a annoncé qu'elle emménageait avec son petit ami, Mathias, dans une autre ville, elle l'a fait comme quelqu'un qui lâche une bombe, tout en s'attendant à des applaudissements. Elle a dit qu'elle méritait mieux que cette médiocrité. Cette phrase résonne encore en moi. Cette médiocrité. J'ai regardé autour de notre petite cuisine. La table que j'avais payée à crédit. Les murs que j'avais peints moi-même un dimanche, après avoir travaillé. C'était donc ça, la médiocrité. Nous nous sommes disputés pendant des jours. Des cris, des portes qui claquent, et de longs silences qui faisaient plus mal que n'importe quelle insulte. J'étais fatigué. Fatigué d'être la forte, la responsable, celle qui cède toujours. Et puis, je lui ai dit ce que je ressassais depuis des semaines, si tu franchis cette porte, ne reviens pas en t'attendant à ce que je t'entretienne. Je ne l'ai pas crié. Je l'ai dit froidement, avec une fierté blessée. Je l'ai prononcé comme quelqu'un qui signe un contrat invisible. Luciana a pleuré. Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit, aucune mère ne parle comme ça. Elle a pris une valise et elle est partie. Et je ne l'ai pas retenue. Je suis resté planté à la porte, fixant le couloir vide, attendant qu'elle se retourne. Elle ne l'a pas fait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose s'était brisé. Mais je ne mesurais pas la profondeur de cette rupture. Je pensais que c'était juste une dispute plus importante que les autres. J'imaginais que le temps recollerait les morceaux. J'étais loin de me douter que cette même année, pendant qu'elle construisait sa vie loin de moi, j'allais démanteler la nôtre jusqu'aux racines. La maison a commencé à me paraître trop grande. Pas en mètres carrés, mais en souvenirs. Chaque pièce abritait une version de nous qui n'existait plus. De plus, je n'en avais plus les moyens. Les réparations étaient constantes, et les dettes interminables. La vendre était une décision à la fois pratique et symbolique. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais c'était aussi une façon de fermer cette porte qu'elle avait franchie. Avec cet argent, j'ai remboursé ce que je devais. J'ai respiré pour la première fois sans avoir l'impression d'avoir les flammes de l'enfer aux trousses. Je me suis installé dans un petit appartement. Sans jardin, sans espace superflu, juste l'essentiel. Ce qui était gérable, ce que je pouvais payer sans puiser dans ce qu'il me restait. J'ai investi dans une entreprise avec ma sœur, Teresa, un projet modeste qui commençait à peine à décoller. Pour la première fois en 20 ans, j'ai acheté quelque chose simplement parce que cela me plaisait, et non par nécessité. C'était un petit achat stupide, mais ça m'a fait me sentir vivante, et coupable en même temps. Comme si, en choisissant quelque chose pour moi, je trahissais le rôle que j'avais joué toute ma vie. Pendant 2 ans, nous nous sommes à peine parlé. Un court message lors des dates obligatoires, un « joyeux anniversaire » et un « je vais bien ». J'apprenais par des connaissances qu'elle enchaînait les emplois temporaires,
que sa relation avec Mathias était instable, qu'ils se disputaient. Je ne posais pas de questions. Je me répétais que cela faisait partie du fait de grandir. C'est ainsi que l'on apprend, et je ne pouvais pas intervenir sans redevenir la même personne autoritaire qu'avant. Je me suis convaincu que respecter sa distance était une preuve d'amour. Même si, au fond, c'était aussi un moyen de me protéger. Si je n'en savais pas trop, je ne souffrais pas trop. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme ça que j'ai survécu. Jusqu'à ce qu'il y a 3 mois, on frappe à la porte de l'appartement. Ce n'était pas une visite annoncée. Ce n'était pas un client de l'entreprise. J'ai ouvert, sans imaginer que le passé pouvait tenir dans un si petit encadrement. Et là, c'était Luciana. Sans Mathias, sans lueur dans les yeux, sans gros bagages. Juste elle, et une phrase qui a tout changé, « Maman, j'ai fait une erreur. » À cet instant, j'ai compris que l'avertissement que j'avais lancé pour me défendre était sur le point de devenir une sentence, et je n'étais pas sûr de savoir qui allait en payer le prix. Quand je l'ai entendu dire « Maman, j'ai fait une erreur », je n'ai ressenti aucun soulagement. J'ai ressenti un coup violent dans la poitrine, comme si cette phrase traînait avec elle tout ce que nous nous étions tus pendant 2 ans. Je l'ai regardée de plus près. Elle avait maigri. Ou peut-être était-ce la fatigue qui lui donnait cet air-là. Elle n'avait pas de grosse valise, juste un sac à dos et un petit sac de voyage. Comme si elle n'était pas encore certaine de rester ou non. Je l'ai fait entrer. L'appartement est petit, trop petit pour y cacher ses émotions. Il n'y a pas de long couloir pour donner le temps de réfléchir. De la porte au canapé, il n'y a que quelques pas. Elle s'est assise, a regardé autour d'elle, et j'ai remarqué quelque chose dans son expression. Ce n'était pas seulement de la surprise. C'était de la stupéfaction. Ce n'était pas la maison qu'elle avait quittée. Elle a commencé à parler vite, avec précipitation. Elle m'a dit que sa relation avec Mathias était un désastre. Que les promesses d'une vie meilleure n'étaient restées que de belles paroles. Que ses emplois n'étaient pas stables, qu'elle avait essayé de tenir bon, qu'elle ne voulait pas me donner raison. Elle a prononcé cette dernière phrase presque dans un murmure. Je ne voulais pas te donner raison. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Je me répétais sans cesse que je ne devais pas prendre un ton accusateur. Que ne devais-je pas dire? Je te l'avais bien dit. Mais la phrase dansait sur ma langue, comme une affreuse tentation. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce que le silence devienne pesant. Puis, elle l'a dit, j'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai dégluti difficilement. J'ai ressenti le poids exact de cet après-midi-là, où je l'avais prévenue de ne pas revenir en s'attendant à ce que je la prenne en charge. 2 ans plus tard, elle revenait exactement pour ça. Elle ne l'a pas formulé avec ces mots-là, bien sûr, mais c'était implicite. Rentrer à la maison signifiait un toit, de la nourriture, de la sécurité. Cela signifiait que je reprendrais mon rôle de pourvoyeuse absolue. Il n'y a plus de maison, ai-je répondu. Au début, elle a cru que c'était une figure de style, que j'étais en colère, que je dramatisais. Je lui ai expliqué que la propriété avait été vendue, que je ne pouvais plus la payer, que je vivais désormais dans cet appartement, et que l'entreprise commençait tout juste à porter ses fruits. Je n'avais pas de chambre d'amis, je n'avais pas d'économie pour entretenir une autre personne. Je l'ai dit calmement, mais chaque mot tombait comme une pierre. Elle m'a regardé comme si j'avais trahi un contrat invisible, comme si le fait d'avoir vendu la maison sans la consulter était une trahison. Alors, tu me laisses à la rue, a-t-elle demandé. Ce mot, laisser, a allumé quelque chose en moi, comme si j'étais directement responsable de tout ce qui avait mal tourné pour elle. Je ne te laisse pas à la rue, lui ai-je dit, je t'informe que la situation a changé. J'ai proposé de l'aider à chercher du travail. J'ai même mentionné qu'elle pouvait loger temporairement dans le local de l'entreprise, le temps de trouver quelque chose de permanent. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas l'idéal. Mais c'était une véritable option. Je ne voulais pas qu'elle vive avec moi. Je ne voulais pas retourner à cette dynamique où tout tournait autour de sa prise en charge, à surveiller ses moindres faits et gestes pour éviter un nouveau désastre. Tu voulais quelque chose de mieux, lui ai-je rappelé. Ça fait aussi partie du processus. La phrase est sortie plus durement que prévu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a dit qu'aucune mère ne faisait ça. Que j'avais changé. Et oui, peut-être avais-je changé, ou peut-être avais-je simplement arrêté de me faire passer au second plan. La conversation tournait en rond.
Elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'un endroit stable. Je répétais que ma propre stabilité comptait aussi. À un moment donné, elle a haussé le ton. Elle a affirmé que j'avais toujours été une maniaque du contrôle, et que maintenant, je prouvais simplement que je préférais mon orgueil à ma fille. Ça m'a fait mal, car une part de moi savait que l'orgueil jouait un rôle. Ce n'était pas la seule raison, mais c'était bien là. Finalement, elle est partie dormir chez une amie ce soir-là. Pas parce que je l'avais mise à la porte, mais parce qu'elle a refusé le canapé de l'entreprise. Elle n'a pas accepté une aide à mi-chemin. Elle voulait retrouver exactement ce qu'elle avait laissé, et cela n'existait plus. Cette même nuit, Teresa m'a appelé. Pas pour me demander comment j'allais, mais pour m'informer que Luciana l'avait contactée avant de venir, qu'elle était désespérée, et que j'étais trop dur. Une mère ne ferme jamais la porte, m'a dit ma sœur. C'est ta fille. Personne ne mentionnait les années de dette. Personne ne se rappelait les nuits passées à faire des heures supplémentaires. Personne ne parlait de la maison que j'avais vendue pour éviter de sombrer. Il ne voyait qu'une jeune femme revenant vaincue, et une mère qui ne lui ouvrait pas les bras comme dans les films. Les jours suivants ont été particulièrement inconfortables. Luciana m'écrivait de courts messages, parfois neutres, parfois chargés de reproches. J'ai tenu parole. Je lui ai envoyé des offres d'emploi. Je l'ai accompagnée à un entretien. Je lui ai prêté de l'argent pour ses transports. Ce n'était pas de l'abandon, mais ce n'était pas non plus un refuge inconditionnel. Lors des réunions de famille, l'ambiance a changé. De longs regards, des commentaires passifs-agressifs. Teresa insinuait que j'étais devenue froide, que les affaires m'avaient endurci, comme si acquérir un peu de stabilité était un péché. Et bien que tout le monde ait eu une opinion à donner, personne n'a proposé de l'héberger chez soi. C'était la partie qui me pesait le plus. Les critiques étaient gratuites, le toit ne l'était pas. Un après-midi, Luciana m'a dit qu'elle avait l'impression que je la punissais d'être partie, et que tout cela n'était qu'une leçon déguisée. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi répondre, car pour être honnête, une partie de moi voulait effectivement qu'elle comprenne le poids de ses décisions. Non pas par vengeance, mais par principe de réalité. Mais la réalité blesse d'une manière différente quand c'est votre fille qui l'a subie. La tension ne s'est pas dissipée, elle s'est accumulée. Chaque conversation était brève, tendue, calculée. Je mesurais mes mots pour ne pas paraître cruel. Elle mesurait les siens pour ne pas paraître suppliante. Au milieu de cette retenue, nos rapports se sont refroidis, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, elle m'appelle pour m'annoncer qu'elle avait un autre entretien. Elle m'a demandé de l'accompagner. J'ai hésité une seconde, non par manque d'envie, mais parce que je sentais que si je disais oui, je retournerais à ma place habituelle. J'y suis allé quand même. Pendant que je l'attendais à l'extérieur du bâtiment, je me suis demandé si tout cela était une limite saine ou une punition. Si je protégeais ma nouvelle vie, ou si je défendais une fierté meurtrie. Je n'avais pas de réponse claire. Je savais juste que je ne voulais pas en revenir au point où je devais m'effacer pour qu'elle soit à l'aise. Quand elle est sortie, elle ne souriait pas, mais elle ne pleurait pas non plus. Elle m'a dit qu'on lui donnerait une réponse d'ici quelques jours. J'ai hoché la tête. Je l'ai raccompagnée chez son ami. Nous nous sommes dit au revoir avec un bref câlin. Trop bref. Ce soir-là, j'ai compris que le conflit n'était plus seulement d'ordre économique. C'était bien plus profond, quelque chose qu'un travail ou un canapé ne pourrait pas réparer. Et j'ai ressenti pour la première fois que, même si nous essayions toutes les deux de survivre, aucune de nous n'allait s'en sortir indemne. Les jours qui ont suivi cet entretien ont été étranges. Rien de concret ne s'est passé, mais l'atmosphère semblait lourde. J'ai continué à m'occuper de l'entreprise avec Teresa, servant les clients, faisant les comptes, souriant quand il le fallait. De l'extérieur, tout paraissait stable. À l'intérieur, c'était tout autre chose. Je me suis surprise à penser à Luciana bien plus que je ne voulais l'admettre. Non pas à la petite fille de 4 ans quand son père avait disparu. Non pas à l'adolescente qui me criait que je l'étouffais. Je pensais à la jeune femme qui avait frappé à ma porte sans aucune lueur dans le regard. Et cela m'irritait de voir que cette image me hantait précisément maintenant que, pour la première fois depuis longtemps, je ne vivais plus uniquement pour ma fille. Parfois, je me demandais si tout cela n'était pas une sorte de test moral que j'étais en train d'échouer au ralenti. J'avais toujours répété que je voulais qu'elle soit indépendante, qu'elle ne dépende de personne, qu'elle apprenne à subvenir à ses propres besoins. Et maintenant qu'elle essayait de le faire,
même après avoir pris un coup et être tombé, je me sentais comme la méchante de l'histoire. Mais il y avait aussi une autre voix, plus basse, plus laide. Celle qui me disait que, pendant des années, j'avais été un filet de sécurité sans aucune condition. Que j'avais amorti chacune de ces erreurs de jeunesse avec des heures supplémentaires et des emprunts dont je n'avais jamais parlé. Que lorsqu'elle m'a traité de personne toxique, quelque chose s'était brisé en moi, et nous ne l'avions jamais vraiment réparé. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était de la rancœur face à des sacrifices non reconnus. Ce sentiment amer que tout ce que j'avais fait avait été transformé dans son récit pour me faire passer pour une contrôle fric. Et moi, qui me prenais pour une survivante épuisée, j'avais fini par être dépeinte comme une geôlière. Un soir, après avoir fermé la boutique, je suis resté seul pour faire les comptes. Teresa était déjà partie. Le silence d'un commerce vide a quelque chose de brutal. Il n'y a aucun bruit pour vous distraire, seulement vos propres pensées qui rebondissent. J'ai vu mon reflet dans la vitrine et j'ai pensé qu'il y avait une certaine fierté dans ma posture. Que lorsque je lui avais dit que je n'avais pas de chambre d'amis, je défendais aussi une nouvelle version de moi-même. Une version qui ne voulait plus être indispensable pour se sentir utile. Cette part de moi m'effrayait. Pourquoi? Quel genre de mère admet vouloir cesser d'être essentiel? Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'ai pensé. Une part de moi voulait prouver que je pouvais vivre sans que l'on ait besoin de moi, que mon identité ne se résumait pas à être un pilier. Et quand Luciana est revenue en espérant réemménager avec moi, j'ai eu l'impression que tout ce processus de réinvention était en danger. Une mise à jour mentale que je n'ai jamais confiée à personne. Quand j'ai vendu la maison, je n'ai pas seulement remboursé des dettes, j'ai fermé un chapitre. La maison était un symbole, un filet de sécurité, un refuge, le point de repère où l'on revient toujours. La vendre était une décision pratique, certes, mais c'était aussi un choix anticipatif qui fermait symboliquement la possibilité d'un retour. Je ne l'ai pas fait pour la punir. Je l'ai fait parce que je ne pouvais plus l'assumer. Mais je n'ai pas non plus fait d'effort pour lui laisser une porte ouverte. Et maintenant, cette porte inexistante était au cœur de notre conflit. Luciana m'a écrit 3 jours plus tard, j'ai signé le contrat. Un poste administratif de base, disait-elle. Un message court, dénué de la moindre émotion. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs minutes. Il n'y avait ni gratitude, ni reproche, juste une information. J'ai ressenti un soulagement mêlé à un étrange pincement au cœur, comme si sa réussite confirmait qu'elle pouvait s'en sortir sans mon toit. Mais cela confirmait aussi que quelque chose entre nous était devenu transactionnel. Je t'aide jusqu'ici, et à partir de là, tu te débrouilles. Je l'ai appelé le soir même. La conversation fut polie, presque formelle. Elle m'a donné des détails sur ses horaires, son salaire, le bureau. Je l'ai félicitée. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Le mot « fier » sonnait différemment. Cette fois-ci, ce n'était pas de l'orgueil blessé, c'était autre chose, de plus contenu. J'ai raccroché, et je n'ai cessé de me demander si j'avais confondu la mise en place de limites avec une punition, si protéger ma stabilité était de l'égoïsme ou simplement une survie à retardement. Pendant des années, ma pire angoisse était de retomber dans la précarité économique, de dépendre des autres, de ne pas joindre les deux bouts. Désormais, ma peur était différente, je craignais que ma fille croie que j'avais privilégié mon propre confort à sa vulnérabilité. Et pour être tout à fait honnête, tout n'était pas aussi noble que je le raconte. Quand je l'ai entendu avouer que sa relation amoureuse était un désastre, une infime partie de moi s'est dit que la vie était en train de lui enseigner ce que j'avais tenté de lui expliquer. Cette satisfaction silencieuse me fait honte. Pourquoi est-ce que ça fait parfois du bien de voir sa fille apprendre dans la douleur? Parfois, je me surprends à me justifier outre mesure, répétant qu'elle a 21 ans, et non 15, que ses décisions ont des conséquences, et que l'autonomie implique aussi de les assumer. Mais en même temps, je me souviens qu'à 21 ans, j'ai moi aussi commis des erreurs monumentales. La différence, c'est que je n'avais personne vers qui me tourner. Peut-être que cela joue un rôle. Peut-être qu'inconsciemment, je me dis que si j'ai survécu sans un filet de sécurité complet, elle le peut aussi. Mais il n'est pas juste de mesurer son histoire à l'aune de la mienne. Elle n'a pas choisi de naître dans mon contexte, ni de porter mes traumatismes. Autre mise à jour silencieuse, lors des repas de famille, le sujet n'est plus abordé ouvertement, mais il plane toujours. Teresa me regarde comme si elle brûlait d'ajouter quelque chose. Luciana vient, mais parle très peu.
La pression morale de la famille flotte dans l'air. Une mère ne ferme jamais la porte, semble répéter certains à travers leur regard. Même si personne ne me le dit en face, je reste ferme à l'extérieur. Pragmatique, résiliente. Mais à l'intérieur, le doute grandit. Jusqu'où va l'obligation d'une mère quand sa fille adulte exige de revenir après l'avoir rejetée? À quel moment l'autonomie cesse-t-elle d'être une leçon pour devenir de l'abandon? Je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai des couches superposées. J'ai de l'orgueil mêlé à de la culpabilité. J'ai du soulagement mêlé à de la nostalgie. J'ai une fille qui a trouvé un emploi, mais qui maintient une distance émotionnelle. Et j'ai cette nouvelle vie qui commence à peine à se stabiliser, mais qui ne me semble plus aussi légère qu'auparavant. Parfois, j'imagine ce qui se serait passé si je lui avais offert le canapé. Si nous avions serré les dents pendant quelques mois. Si nous étions retournés à cette ancienne dynamique. Même si cela avait été inconfortable, je ne sais pas si ça aurait réparé quoi que ce soit, ou simplement retardé la même fracture. La seule chose claire, c'est que nous avons toutes deux agi à partir de véritables blessures et d'une grande fierté. Et bien que le conflit semblait économique, c'est autre chose qui s'est brisé, quelque chose de bien plus profond. J'ai l'impression que le pire n'est ni une dispute, ni une dette, ni un contrat signé. Le pire, c'est cette nouvelle distance silencieuse, que je ne sais pas comment traverser sans trahir les décisions que j'ai prises. La distance n'a pas fait de bruit quand elle s'est installée. Il n'y a pas eu de nouvelles grandes disputes. Pas de porte qui claque, pas de cris. Ce fut plus subtil, plus froid. Luciana a commencé son nouveau travail et a arrêté de me demander de l'accompagner ou que ce soit. Elle n'avait plus besoin qu'on la conduise, plus besoin que je vérifie son CV, plus besoin de conseils. Et moi, qui avais tant plaidé pour qu'elle soit indépendante, j'ai commencé à ressentir le véritable poids de cette indépendance. Nous nous voyons lors des réunions de famille, presque toujours organisées par Teresa. À table, tout paraissait normal. Elle parlait de son travail administratif comme quelqu'un qui récite des faits, ses horaires, ses tâches, ses collègues. Je hochais la tête, je souriais quand c'était approprié, mais il y avait quelque chose de rigide dans sa posture, et dans la mienne aussi. Comme si nous surveillions toutes les deux chacun de nos mots, pour éviter d'aborder le sujet qui comptait vraiment. Un après-midi, après l'un de ses repas, Teresa m'a demandé de rester un instant. Elle m'a expliqué que Luciana se sentait rejetée. Quoi? Même si je l'avais aidée avec des offres d'emploi et des entretiens, le message qu'elle avait reçu était qu'elle n'avait plus de foyer où retourner. Teresa m'a dit ça sans crier, mais avec cette fermeté morale qui pèse bien plus lourd qu'une insulte. J'ai ressenti de la colère. Pas contre Luciana, mais contre cette idée romantique selon laquelle une mère doit absolument tout absorber. J'ai rappelé à Teresa que personne d'autre n'avait proposé de lui ouvrir sa porte. Qu'il est facile de donner son avis quand on n'a pas de facture à payer, que je ne l'avais pas laissé à la rue, que j'avais proposé des solutions, et que j'avais tenu parole. Teresa m'a alors regardé, et m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Parfois, ce n'est pas une question d'option, mais simplement d'avoir le sentiment d'être aimé. Cette phrase m'a hanté pendant des jours. Je croyais qu'aimer, c'était aussi apprendre à l'autre à se tenir sur ses propres jambes. Que l'amour n'équivalait pas à un sauvetage automatique. Mais peut-être qu'au moment où elle est revenue, vulnérable, ce dont elle avait besoin n'était pas d'une leçon structurée, mais d'une étreinte inconditionnelle. La véritable confrontation a eu lieu une semaine plus tard. Pas chez Teresa, ni à l'entreprise. C'est arrivé dans mon propre appartement. Luciana est passée pour me rendre des clés de l'ancienne maison qu'elle avait encore en sa possession. Elle les avait gardées tout ce temps. Elle les a posées sur la table et m'a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Le geste était anodin, mais lourd de sens. C'était comme si elle me rendait un symbole. Je lui ai demandé pourquoi elle le faisait maintenant. Elle m'a répondu que c'était parce qu'elle avait compris que cet endroit n'existait plus, dans tous les sens du terme. Qu'il ne s'agissait pas seulement de la maison vendue. Qu'il s'agissait de tout le reste. La conversation s'est rapidement tendue. Elle m'a expliqué que lorsqu'elle était revenue et que je lui avais annoncé que la maison était vendue, elle avait senti que cette décision n'était pas uniquement économique. Que avait-elle ressenti? Que j'avais déjà décidé de vivre sans elle. Que lorsqu'elle avait entendu « je n'ai pas de chambre d'amis, je n'ai pas d'économie pour entretenir une autre personne », ce qu'elle avait compris, c'était « je n'ai plus de place pour toi ». J'ai voulu me défendre, lui réexpliquer les chiffres, les dettes, la peur de la précarité financière,
mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. Elle ne discutait pas de chiffres. Elle parlait d'appartenance. Je lui ai assuré que je n'avais jamais voulu l'exclure de ma vie, mais que je voulais cesser de me sacrifier unilatéralement. Que j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma propre existence, que pendant des années je m'étais senti invisible en tant que femme, et que lorsqu'elle m'avait traité de personne toxique, quelque chose s'était brisé en moi. Je l'ai dit sans hurler, mais d'une voix tremblante. Elle m'a répondu, je n'ai jamais compris à quel point il était étouffant de grandir avec la sensation que chaque décision devait passer par ton filtre. Lorsqu'elle disait que j'étais le problème, elle ne niait pas mes sacrifices, elle réclamait juste de l'espace. Partir avec Mathias était un acte impulsif, oui. Mais c'était aussi sa manière maladroite de me prouver qu'elle pouvait faire ses propres choix. La dispute n'a pas été bruyante. C'était pire, elle a été honnête. À un moment, elle m'a avoué qu'à son retour, elle s'attendait au moins à ressentir que c'était toujours chez elle, même si ce n'était que pour quelques mois. Que le canapé n'était pas vraiment le cœur du problème, mais que ce qui l'avait blessé, c'était ma froideur. Que la phrase « tu voulais quelque chose de mieux », ça fait aussi partie du processus, elle l'avait reçue comme une punition. Et c'est là que j'ai compris que mon ton avait été ma carapace. Je l'admets, je l'ai utilisé pour ne pas m'effondrer, pour ne pas faire marche arrière sur ce que j'avais bâti. Mais ce ton avait aussi érigé un mur entre nous. Il n'y a pas eu de réconciliation spectaculaire. Il n'y a pas eu de longues étreintes. À la fin, elle m'a dit qu'elle allait aller de l'avant. Que ce travail n'était pas son rêve, mais que c'était un début. Et qu'elle ne voulait plus jamais dépendre de moi, car dépendre de moi signifiait s'exposer à ce que la porte se referme à nouveau. Cette phrase m'a frappé avec une clarté brutale. Elle ne voulait plus jamais dépendre de moi. Quand elle est partie, l'appartement m'a paru plus petit que jamais. La stabilité que j'avais si ardemment défendue semblait intacte, les factures étaient à jour, l'entreprise se développait lentement mais sûrement. Mais les dommages collatéraux étaient évidents. Ils n'étaient pas financiers, ils étaient émotionnels. Lors de la réunion de famille suivante, nous nous sommes à peine adressé la parole. Teresa a essayé de détendre l'atmosphère avec des remarques légères, des blagues, mais la distance était bien présente. Ce n'était plus de la tension, c'était devenu quelque chose de plus permanent. Cette nuit-là, seul dans mon salon, j'ai fixé les vieilles clés sur la table. Elles n'ouvraient plus rien, et pourtant, elles étaient lourdes de sens. J'ai repensé à la porte franchie, à la maison vendue, à l'avertissement lancé par Fierté blessée. J'ai réfléchi à la façon dont chaque décision irréversible ferme des options sans que l'on s'en rende pleinement compte sur le moment. J'ai préservé ma stabilité financière, c'est indéniable. Mais j'ai aussi consolidé une nouvelle dynamique avec ma fille. Une dynamique où le soutien a des limites très claires, et où l'affection n'est plus automatique. Une dynamique où nous mesurons toutes les deux ce que nous voulons bien montrer. Peut-être que protéger ma nouvelle vie avait un coût que je n'avais pas su évaluer en chiffres. Et maintenant que le conflit a atteint son paroxysme, je ne sais pas si le prix à payer en valait la peine. Car oui, nous avons toutes les deux survécu, mais quelque chose entre nous a été laissé pour compte dans cette survie, et je ne suis pas sûr de pouvoir le racheter un jour. Avec le temps, le bruit extérieur s'est estompé, mais l'usure est restée. Il n'y a pas eu d'explosion finale, ni de réconciliation digne d'un film, juste une nouvelle routine, plus aride. Luciana occupe toujours son poste administratif de base. Elle se lève tôt, fait ses heures, et rentre chez l'ami avec qui elle partage les frais. Parfois, elle publie quelque chose de bref sur son travail, rien de profond, rien de personnel. Je continue de faire tourner l'entreprise aux côtés de Teresa. Les comptes sont stables. Je ne me noie plus sous les dettes, je ne cours plus après des intérêts qui gonflent comme des monstres. Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que j'en arriverais là, j'aurais répondu que c'était impossible. Et pourtant, me voilà. Stable, debout, mais avec un sentiment étrange, comme si cette victoire était incomplète. Nous nous voyons, nous nous parlons. Il n'y a pas de guerre ouverte, ni de confiance absolue. C'est une sorte d'équilibre inconfortable. Elle ne me demande plus rien, et je ne lui offre pas plus que le strict nécessaire. Quand je l'ai félicitée d'avoir signé son contrat, elle a simplement répondu « Merci, maman ». Sans reproche, sans chaleur excessive, juste polie. Parfois, je me demande si c'est vraiment ce que je voulais, quand j'ai dit que je ne voulais pas revenir en arrière. Le problème ce n'était pas le canapé, c'était de faire marche arrière. Je me dis que si je l'avais laissé rester, nous aurions peut-être reproduit le même schéma.
Moi qui la couve, elle qui s'irrite, moi qui me sacrifie, elle qui se sent contrôlée. Peut-être n'aurais-je fait que repousser l'échéance de la fracture. Mais il est également vrai que, lorsqu'elle a demandé, alors tu me laisses à la rue. Une part de moi a choisi de maintenir cette dureté, plutôt que de faire preuve de tendresse. J'ai choisi la limite franche. J'ai choisi de protéger ma stabilité au détriment de sa vulnérabilité momentanée. Et bien que je puisse justifier cela par des chiffres et par des années d'épuisement, la question reste ancrée en moi, si maintenir mes limites ne nous a pas sauvés toutes les deux, pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu quelque chose en cours de route? Je ne vis plus uniquement pour ma fille, c'est vrai. Je ne me définis plus exclusivement par ce que je donne. J'ai récupéré des parts de moi-même qui étaient ensevelies sous les heures supplémentaires et les factures en retard. Cela a de la valeur, j'en suis consciente. Mais je sais aussi que la maternité ne s'éteint pas quand une fille fête ses 21 ans. Luciana a appris une leçon. Elle a appris que les décisions ont un poids. Partir sur un coup de tête a des conséquences. Le monde n'offre pas toujours un filet de sécurité sans faille. Moi, j'ai appris que l'orgueil n'est jamais gratuit. Un avertissement lancé froidement peut devenir un mur très difficile à abattre. La famille ne commande plus autant la situation, mais le jugement silencieux persiste dans leur regard, dans de brefs silences. Et je reste inflexible, non pas par pure obstination, mais parce que reculer maintenant invaliderait tout ce que j'ai défendu. Parfois, j'imagine un avenir où nous pourrions parler de tout cela sans tension. Un futur où elle pourrait avouer avoir compris mes peurs, et où je pourrais lui dire que j'avais compris son besoin d'espace. Mais aujourd'hui, cet avenir n'est pas à portée de main. Aujourd'hui, il existe une distance respectueuse, fonctionnelle, mais bien réelle. Je ne sais pas si j'ai été égoïste, ou si j'ai simplement mis trop de temps à survivre pour moi-même. Je ne sais pas si j'ai confondu la fermeté avec la froideur. Je sais seulement que nous ne sommes plus les mêmes. Elle n'est plus la fille qui est partie chercher quelque chose de meilleur. Et je ne suis plus la mère qui répétait « tout ça c'est pour toi », comme on utilise un bouclier. J'ai conservé ma stabilité économique, oui. De son côté, elle garde son indépendance fraîchement conquise, mais notre lien a été marqué par cette porte qu'elle a franchie, et par cette maison vendue qui n'existe plus, pas même comme option symbolique. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse parfaite à tout cela. Peut-être que la maternité à l'âge adulte, c'est exactement ça, aimer avec des limites, aider sans nécessairement sauver l'autre. Et accepter que chaque décision, même la plus raisonnable, laisse une petite cicatrice, qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. Je continue de me demander si j'ai bien agi. Et bien que personne ne puisse me donner de sentence définitive, il y a des nuits où le silence de l'appartement pèse bien plus lourd que n'importe quelle vieille dette.